bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Ici, on est médecin généraliste et pharmacienne et chaque hiver, on voit les mêmes inquiétudes revenir chez les parents. Mon bébé respire bizarrement, il tousse, est-ce que c'est la bronchiolite ? Dans cet épisode, on vous propose de prendre un temps pour comprendre ce qu'est vraiment la bronchiolite, comment reconnaître les signes, quand consulter et quand il faut s'alerter. On parlera aussi prévention, bien sûr, les gestes du quotidien, l'allaitement comme protection précieuse et les nouvelles stratégies vaccinales pour mieux protéger les tout-petits. Notre objectif, c'est vous donner des informations claires, fiables et bienveillantes pour que vous puissiez accompagner votre bébé avec plus de sérénité. Parce que l'on en est persuadé, l'information est le premier des soins. Oui, ça c'est mon nouveau credo. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bon, déjà, quelques chiffres pour commencer. On ne veut pas vous alerter, vous alarmer, vous faire paniquer, mais quand même, il faut le savoir. En France, la bronchiolite touche chaque hiver environ 30% des enfants de moins de 2 ans, soit environ 480 000 cas par saison. Tout virus confondu, principalement causé par le virus respiratoire syncytial, le VRS. C'est l'infection respiratoire hivernale la plus fréquente chez les nourrissons. Alors moi, avant d'être maman moi-même, j'ai l'impression que j'en entendais très peu parler de la bronchiolite. Pourtant, je suis pharmacienne. Et vraiment, pour dire à quel point c'est fréquent, mais je me rappelle, c'est une de mes meilleures amies, c'est la marraine de son fils. Son deuxième enfant a fait une bronchiolite. Elle avait pas repris le travail, donc il devait avoir 1 ou 2 mois. Et vraiment, je me rappelle de l'image il était petit, dans ce lit d'hôpital, avec le tube et tout. Horrible. Et vraiment, avant, j'avais l'impression, j'en entendais parler aux infos, la bronchiolite, il y en a beaucoup. Balèque. Et donc non, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup d'enfants. Alors, la très grande majorité des cas, c'est bénin, c'est modéré et c'est pris en charge à domicile. Mais les formes les plus sévères, comme on vient de le dire, peuvent conduire à une hospitalisation. Oui, en fait, les infections à VRS entraînent en moyenne 44 000 hospitalisations par an chez les nourrissons de moins de 1 an. Ça représente environ 4,9 hospitalisations pour 1000 naissances, donc c'est quand même beaucoup. On considère qu'il y a environ 2 à 3% des nourrissons de moins d'1 an qui sont hospitalisés chaque saison pour des bronchiolites. Et parmi les hospitalisés, environ 25 à 30% nécessitent un passage en unité de soins intensifs, donc c'est la réanimation pédiatrique, du fait d'une détresse respiratoire ou de difficultés alimentaires. Donc vraiment, l'information, la prévention, c'est le premier des soins, on le répète. Et pour les bébés de moins de 3 mois, la bronchiolite, les infections AVRS, ça représente une part très importante des hospitalisations graves, donc en réanimation pédiatrique. Et la majorité des hospitalisations, donc environ 95% des cas, surviennent dans la période de novembre à février. Ça correspond à la période de circulation max du VRS en climat tempéré comme en France. Donc vraiment, là, on est en plein dedans. C'est pour ça qu'on voulait faire cet épisode maintenant. Si on veut un peu résumer tout ça, les points à retenir, parce qu'on vous balance plein de chiffres comme ça. Qui font peur, mais ça va aller. Les points du coup importants à retenir pour les parents. La bronchiolite, c'est fréquent, mais c'est rarement mortel en France. Elle reste la première cause d'hospitalisation infectieuse en pédiatrie. Les nourrissons très jeunes de moins de 3 mois sont les plus vulnérables. Et le pic en décembre correspond à la période où les services hospitaliers voient les cas les plus graves. On est un petit peu en retard sur l'épisode, du coup. Vous le saurez pour l'année prochaine. Et alors, du coup, c'est quoi la bronchiolite, Cassandre ? Oui, on vient de le dire un petit peu. La bronchiolite, c'est une infection respiratoire virale aiguë, donc virale, donc il n'y a pas besoin d'antibiotiques, qui touche principalement les nourrissons de moins de 2 ans, avec un pic chez les bébés de moins de 6 mois. Le virus qu'on va retrouver le plus fréquemment, Cassandre l'a dit, c'est je vais réussir à le dire, virus respiratoire syncytial, le VRS. Mais d'autres virus peuvent être en cause, les rhinovirus, ce qu'on retrouve dans les rhumes, le virus de la grippe, le métapneumovirus. J'arrête. Voilà, tout ce qui finit en virus. Ces virus provoquent une inflammation des petites bronches, donc bronchiolite, ce qui gêne la respiration du bébé.
Alors, comment on diagnostique? Non, on repère. Donc, les signes cliniques, c'est assez typique. La bronchiolite débute comme un simple rhume, puis ça évolue. Donc, le nez qui coule ou est bouché. Il tousse, la respiration est rapide, il y a des sifflements ou des râles respiratoires, il y a une difficulté à téter ou à manger et il y a une fatigue inhabituelle. Donc on n'est pas obligé d'avoir tous les éléments du tableau clinique pour se dire que c'est la bronchiolite. Donc ce qui est bien, c'est de consulter dès qu'il y a l'apparition d'un des symptômes et surtout c'est un état général global qu'il faut voir, quoi. Et chez le nourrisson, manger et respirer, c'est intimement lié, donc la gêne respiratoire peut rapidement impacter l'alimentation et donc l'allaitement. Et alors du coup, on l'a dit, c'est pas tout le temps grave. Quand est-ce qu'on va s'inquiéter? Quand est-ce qu'on consulte? Ouais, la consultation médicale elle est recommandée si surtout ton bébé a moins de 6 mois, s'il mange moins de la moitié de ses apports habituels, s'il semble très fatigué, donc là on parle de son état général, et si la toux ou la respiration inquiète les parents. C'est vous qui savez comment est votre bébé. Et on va s'inquiéter, considérer que c'est une urgence médicale si la respiration est très rapide ou si le bébé fait des pauses respiratoires, si on a un creusement entre les côtes dont parlait Cassandre tout à l'heure ou le fameux battement des ailes du nez, si les lèvres ou les extrémités sont bleutées, si votre bébé est amorphe, s'il est difficile à réveiller et si on se retrouve avec un refus quasi complet de s'alimenter ou une perte de poids. Ouais, donc vraiment, le ressenti parental, c'est un critère important. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, consulter. On ne va pas vous en vouloir de consulter pour rien. Si vous avez consulté et que le médecin est rassurant, qu'il n'y a pas de traitement médicamenteux hormis nettoyer le nez, on rappelle, la seringue nasale, c'est après 4 mois. Toi, tu dis quoi, Hélène? Après 4 mois aussi à la pharmacie? Tu le dis pas? Ça dépend. Ça dépend comment c'est fait, en fait. Ouais. Enfin, la seringue en position assise, machin, oui, après 4 mois. Après, moi, j'ai été amenée des fois à mettre l'embout de la seringue sur une pipette et à mettre dans la narine supérieure. Après, dans tous les cas, que ce soit plus tard ou voilà, le plus important, c'est de ne pas mettre, on fait un peu hors sujet, mais pas trop de pression dans votre seringue parce qu'il a été démontré que ça pouvait augmenter la prévalence des otites. Voilà. Après, moi, je reste quand même convaincue par ce type de lavage parce que moi, il n'y a que ça qui a marché pour mon fils. Je trouve que c'est une révolution. Il y a vraiment une méthode à... Mais et aussi pas trop froid parce que ça peut donner mal à la tête, comme vous quand vous nettoyez le nez. Pour l'avoir fait sur moi-même, voilà. Faites chauffer le cerveau parce que c'est horrible. Donc, votre médecin vous dira de laver votre nez. Ça s'appelle la désobstruction rhinopharyngée, donc avec ou pas une seringue. Fractionner les tétés et les biberons, de surélever son bébé et de le surveiller et de reconsulter si persistance ou aggravation des symptômes ou apparition d'autres symptômes, ou notamment la fièvre. Dans tous les cas, dans les formes bénignes, la bronchiolite dure en moyenne 1 à 2 semaines avec un pic de gêne respiratoire les premiers jours, puis une amélioration progressive. La toux peut persister plus longtemps sans être inquiétante. Le pilier essentiel de tout ça, c'est la prévention. La bronchiolite, c'est très contagieux et la prévention, ça repose sur plusieurs leviers complémentaires. Oui, on va le répéter encore et encore, les gestes barrières. Après, on vous a un peu lâché depuis 2020 avec ça, donc on peut en mettre un coup. Voilà. On se lave les mains. Fréquemment, au savon, on les sèche bien. On évite les bisous sur le visage, même si c'est très tentant de faire des bisous à son petit bébé. On porte le masque en cas de symptômes. On limite les contacts avec les personnes enrhumées. Coucou les grands-parents. On aère régulièrement le logement. On nettoie le nez du bébé. On ne fume pas à côté du bébé, bien sûr, ça va de soi. Et on ne partage pas les biberons, les tétines et les couverts non lavés. Ouais, ces gestes sont particulièrement importants pour les nouveau-nés et les prématurés. Et c'est bien de sensibiliser l'entourage quand il vient vous rendre visite, etc. Ouais. Alors, je trouve là, on vient de passer les fêtes, je trouve que le port du masque est quand même un peu revenu. Moi, on est venu m'en acheter à la pharma et franchement, c'est pas mal. Après, on est vraiment dans un contexte épidémique, grippe, machin. Et aussi, je rajoute, on a en pharmacie, on peut vous le faire ou le vendre en autotest, des tests qui font VRS, grippe, Covid. C'est toujours un peu la question de se demander, j'en ai beaucoup pour les fêtes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire tester et tout? En fait, tout dépend de ce que tu as à faire. Mais je pense que si tu as des symptômes et que tu es amené à être en contact avec une personne fragile et donc les bébés en font partie, oui, ça vaut le coup de se tester et potentiellement d'annuler sa venue en cas de VRS, puis les autres aussi positifs. Ouais, bébé, femme enceinte, personnes âgées, personnes malades, ça c'est des personnes fragiles qu'on ne veut pas contaminer en fait. Ouais. Et si c'est négatif, vous pouvez quand même garder votre masque parce que ça c'est un gros truc. Les gens on les teste, c'est négatif. Ah bah c'est bon, je peux enlever le masque. Donc, en fait, t'as quand même un rhume mais qui n'a pas été testé dans ces 3 virus-là. Il y a d'autres virus. Ouais. Mais bon, c'est l'idée.
J'espère qu'on ne vous perd pas dans cet épisode qui est méga important, mais on part un peu dans... Attends, on va reparler tété. Parce que là, on sort un peu de l'allaitement, mais il y a un lien. Ouais, il y a un lien, on va arriver. D'abord, on parle de la vaccination quand même. Restez. On va parler de la vaccination et l'immunisation par Abrysvo et Beyfortus. Donc depuis peu, il y a des nouvelles stratégies de prévention contre le VRS qui sont disponibles. Alors on a premièrement, parce que je pense que c'est ce qui est aujourd'hui fait plus fréquemment, l'Abrysvo, qui est le vaccin maternel. Donc on fait à la femme enceinte au 3e trimestre de grossesse, vers le 8e mois de grossesse. Il permet la transmission d'anticorps au bébé via le placenta. Moi, je l'ai fait. Et du coup, le fait de le faire au 8e mois, ça permet à la mère de synthétiser des anticorps qui sont transmis au bébé, qui est protégé dès sa naissance, et on estime jusqu'à environ ses 6 mois. Donc en fait, il y a une efficacité pendant les premiers mois de sa vie. C'est la période la plus à risque, on l'a dit, c'est dans les 6 premiers mois. Donc c'est une seule injection pendant ta grossesse. C'est un vaccin qu'on va faire du coup avant la période épidémique. Donc en France, on le fait de septembre à janvier. Typiquement, c'est pour ça que Cassandre l'a fait puisqu'elle a accouché fin septembre. Mais alors cependant, on reste concentré sur cette période. Mais on le rappelle, parce qu'on a déjà parlé dans un épisode, la bronchiolite, s'il y a un pic épidémique, ça peut aussi arriver hors cette période-là. Je pense à l'épisode de Manon sur la dépression du postpartum où sa fille a une bronchiolite au mois de mai. Bah moi, j'en diagnostique en juillet. Donc, voilà. Donc même si du coup on ne vaccine pas dans ces périodes-là, alors peut-être que le vaccin finira par s'étendre à toute l'année, mais aujourd'hui on le concentre en fait pour éviter les moments où les hôpitaux sont pleins et voilà. Ça n'empêche pas de toujours bien respecter les gestes barrières avec les nourrissons. Faut pas relâcher la pression. Encore plus finalement hors hiver parce que on n'a plus cette protection vaccinale sur certains bébés. Donc le vaccin peut être prescrit et réalisé par le médecin, le pharmacien, l'infirmier ou la sage-femme et il permet donc de réduire les infections liées au VRS de 81,3% à 3 mois et de 69,4% à 6 mois, donc c'est pas négligeable. Et en plus, vu que c'est toi qui le fais, ça évite une piqûre pour ton petit bébé. Oui, même si on va parler du vaccin pour les bébés après, il est très bien toléré, mais au moins c'est vrai que ça rassure des fois certaines mamans de le faire à leur place. Il y a quand même des effets indésirables, on peut en parler, puisque nous sommes totalement transparents. Déjà, il est très difficile à faire pour les soignants, non, c'est pas vrai. Il faut bien lire la notice, parce que franchement, la reconstitution, elle est pas simple. Mais non, sinon ça va, c'est juste une intramusculaire simple. Pour la maman, on peut avoir une douleur au point d'injection. On a un effet indésirable fréquent qui peuvent être les céphalées, les maux de tête, dans 30% des cas. Et il y a certaines mamans, 27% des cas, qui ont dans la suite du vaccin des douleurs musculaires. C'est des effets indésirables bénins qui disparaissent, mais c'est bien de le savoir et de le dire quand même. Oui, bon, en même temps, 8 mois de grossesse, c'est déjà mal partout. Oui, voilà, t'es plus assez à faire. Voilà, il y a le Beyfortus, donc là c'est pour le bébé. Ce n'est pas un vaccin, même si ça s'apparente, ça a la même forme, pour toi ça changera rien. C'est un anticorps monoclonal administré directement au bébé. Ça s'appelle le Nirsevimab, si tu veux briller à un repas de famille. C'est une injection unique avant ou au début de la saison. Pareil, il est efficace quelques jours après l'injection et il va protéger le bébé pendant environ 5 à 6 mois. Il est indiqué chez tous les nourrissons lors de la première saison de VRS et chez certains enfants à risque lors de la seconde. Et en revanche, on le fait que si la maman n'a pas été vaccinée. Il n'y a pas d'utilité aujourd'hui, en tout cas, à cumuler les 2 vaccins. Celui-là, il est prescrit et administré par médecin ou sage-femme. Ouais, et il est aussi un peu merdique à reconstituer, à déballer. Je ne sais pas ce qu'a fait le labo pour ce carton, mais il y a eu plein de galères au début de cette campagne vaccinale. Plein de galères d'approvisionnement aussi. Merci Sanofi, c'était la merde. Ce qui va orienter en fait le choix d'un vaccin ou l'autre, c'est globalement un peu le contexte médical. Souvent, on va vraiment privilégier le vaccin chez la mère parce que là, le bébé est protégé dès la naissance. Après, typiquement, un enfant qui naît prématuré, on n'a pas forcément vacciné la maman. Enfin voilà, il y a plein de contextes qui vont faire que on va choisir l'un ou l'autre. Le Beyfortus, souvent, il est fait à la maternité pour que le bébé soit protégé dès sa sortie. Pour cette année, c'était pour tous les bébés qui étaient nés entre février et août 2025, pour qu'ils soient protégés sur la période épidémique. Ça peut être fait en ville. Il est disponible en ville, on l'a dit, quand c'est pas fait à la maternité. Et depuis cette année, il y a une nouvelle recommandation où on vaccine certains bébés un peu plus grands si c'est leur 2e saison d'exposition. Je ne sais pas si c'est très clair, leur 2e hiver en fait. Mais ça concerne que les enfants fragiles, ceux qui si on est prématuré, des bébés avec des cardiopathies congénitales. Enfin voilà, globalement, pas tous les bébés ont besoin d'être revaccinés la 2e année, mais c'est bon à savoir. Dans tous les cas, on estime que ce vaccin a évité environ 5800 hospitalisations entre septembre 2023 et janvier 2024.
Et on le voit, c'est des retours de soignants qui travaillent à l'hôpital. Alors, les hôpitaux sont toujours surchargés en hiver, mais il y a une nette baisse des hospitalisations depuis 2023, qui est le premier hiver où on a commencé le Beyfortus. Donc, vrai plus pour protéger les tout-petits. Et on va quand même parler d'allaitement, parce que c'est un podcast sur l'allaitement. On le sait, l'allaitement, ça reste une protection, puisque, on le rappelle, les anticorps passent dans le lait et protègent le bébé. Mais ça nous paraît toujours important, et c'est pour ça qu'on vous bassine un peu avec les vaccins, de rappeler que ça reste une protection qui n'est pas suffisante seule. Ouais, on en parle parce qu'on a vu des sortes de fake med un peu sur les réseaux, sur Insta, disant que l'allaitement seul protégerait de la bronchiolite. Non, c'est cumulé avec ce qu'on vient de dire dans les stratégies, donc les gestes barrières, les vaccins et l'allaitement. L'allaitement, certes, ça apporte des anticorps, des facteurs anti-infectieux et donc une diminution du risque de formes sévères. Ouais, mais typiquement ma copine, son bébé il était allaité quand il était hospitalisé. Mais on insiste un peu parce que moi c'est un truc, à l'époque de mon pré-enfant, j'étais sur beaucoup de groupes Facebook allaitement et des trucs des fois très dogmatiques et problématiques où en effet, alors ça parlait pas de bronchiolite mais globalement des vaccins en général, puisqu'en plus mon fils est né en 2020 donc je vous laisse vous rappeler cette période. Je lisais des trucs, je ne vois pas pourquoi je dois vacciner, alors pas forcément le Covid mais tous les vaccins, donc, dès qu'on a des maladies très graves également, je vois pas pourquoi je dois vacciner mon enfant, il est allaité, il a mes anticorps, il est protégé. C'est un peu extrême, c'est très extrême en fait et ce n'est pas vrai, c'est pas suffisant. On l'a dit, les bébés allaités ont moins de complications, mais l'allaitement ne protège pas à lui seul de la bronchiolite, comme la vaccination ne protège pas à 100%, on n'a pas de mal à le dire non plus. Oui, et comme ni les gestes barrières, ouais. C'est vraiment cumulé. En fait, c'est l'association tout ça pour éviter. Tout, ouais. Et encore, ce ne sera pas une chance sûre à 100%, mais vous diminuez les risques de contamination en associant tout ça. On va parler brièvement des cas graves, qui est le plus à risque d'avoir une bronchiolite. Donc c'est vrai qu'il y a certaines situations qui exposent à des formes plus sévères. Donc notamment, on le répète, les nourrissons de moins de 3 mois. Les prématurés. Les cardiopathies congénitales. Les bébés atteints de maladies respiratoires chroniques. Et les bébés immunodéprimés pour X raisons. Dans ces cas, on aura souvent une hospitalisation qui sera nécessaire pour avoir une surveillance respiratoire, éventuellement donner de l'oxygène et aider à l'alimentation. Et j'y pense puisqu'on parle d'alimentation, comme encore une fois on parle d'allaitement. On l'a dit, la fonction alimentaire et respiratoire sont liées, donc la bronchiolite, ça peut faire que votre bébé s'alimente moins. Ce sera dans ces cas-là important si vous souhaitez poursuivre votre allaitement. Ça peut être l'occasion aussi parce que votre bébé est malade. Du coup, de tirer votre lait s'il a du mal à s'alimenter pour maintenir votre lactation. Quand ils sont hospitalisés, des fois, ils sont nourris à la sonde. Donc ça peut être bien d'apporter votre lait, de voir avec l'hôpital comment ça marche et tout ça. Donc ça peut vraiment être un moment où il faut pas mettre ça de côté. Ça peut être l'occasion de louer un tire-lait pour, encore une fois, entretenir, stimuler votre lactation et nourrir votre bébé. Et vous inquiétez pas, il reviendra vite au sein et ça lui fera beaucoup de bien. Voilà. Et si le diagnostic de bronchiolite est posé et qu'il n'y a pas de signe alarmant et que vous rentrez chez vous et que vous allaitez, parce que vous nous écoutez, donc c'est que vous allaitez, c'est bien, d'essayer de fractionner les tétés, de laver bien le nez de votre bébé entre les tétés et ça va s'arranger, ça va aller. En tout cas, j'espère qu'on a quand même été clair parce que c'est un sujet important et qui nous tenait à cœur de transmettre aujourd'hui dans cette période épidémique. La bronchiolite est fréquente et souvent impressionnante, mais dans la majorité des cas, elle évolue favorablement avec une surveillance adaptée. Prévenir, reconnaître les signes d'alerte, se faire accompagner sont les clés. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Il faut faire confiance à son instinct de parent, c'est déjà prendre soin de son bébé. On pense à tous les petits bébés hospitalisés en ce moment. Cet épisode avait pour but de vous informer, de vous sensibiliser, pas de vous faire paniquer, mais nous sommes persuadés que l'information fiable et fondée est le premier des soins. C'était l'heure de la tétée. Lavez-vous les mains. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.